Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'anatomie complète d'une crise financière. On va décortiquer ensemble la mécanique implacable qui transforme une simple euphorie de marché en un véritable effondrement économique mondial. Prêt? C'est parti. Alors, au programme aujourd'hui, la naissance des bulles, l'euphorie et les prophéties autoréalisatrices, le crash, le transfert à l'économie réelle, la question de l'aléa moral et enfin, les mécanismes de régulation. On va suivre cette évolution étape par étape. Chapitre 1. La naissance des bulles, ou comment on plante les graines de la crise. Comment tout ça démarre? Eh bien, regardez cette chronologie. On est au début des années 2000, la bulle Internet vient d'éclater. Que font les banques centrales pour réagir? Elles baissent massivement leur taux d'intérêt. L'idée de base, c'était d'éviter un assèchement brutal du crédit, le fameux credit crunch. Sauf que, et c'est là tout le paradoxe, cette politique monétaire trop expansive a littéralement pavé la voie au désastre suivant. L'argent est devenu presque gratuit, ce qui a créé le terreau parfait pour la formation de la fameuse bulle immobilière de 2007. Ce qui nous amène au chapitre 2, l'euphorie, et cette spirale haussière que sont les prophéties autoréalisatrices. C'est là que la psychologie des marchés entre en jeu, et c'est fascinant. Tout part d'une simple anticipation. On se dit que des prix vont monter. Par pur mimétisme ou par peur de rater le coche, tout le monde se met à acheter en même temps. Et devinez quoi? Cette explosion de la demande fait réellement grimper les prix. Du coup, les investisseurs se disent « on avait raison », l'optimisme est justifié et la boucle repart de plus belle. C'est l'exemple parfait des autoprophéties réalisatrices. Prévoir la hausse provoque littéralement la hausse. Et pour vous donner une idée de la puissance délirante de ce mécanisme, porté par cet aveuglement collectif, les prix de l'immobilier américain ont carrément été multipliés par 2,5 entre 1997 et 2007. C'est vertigineux. Voilà ce qui arrive quand une bulle spéculative est nourrie par une confiance absolue. Mais vous vous en doutez, on arrive au chapitre 3, le crash et l'effondrement, la fameuse phase de retournement. Parce que oui, la valeur des actifs finit toujours par plafonner. Le doute s'installe. Et là, c'est le drame. La mécanique s'inverse brutalement. Quelques acteurs anticipent une baisse, alors ils vendent. Le marché s'affole, tout le monde vend en même temps par mimétisme pour limiter la casse. Résultat, une chute brutale des prix. Ces prophéties négatives déclenchent une défiance qui se propage comme une traînée de poudre. C'est exactement cette spirale de panique qui a frappé en 1929 ou lors de la crise du Covid. Pour reprendre notre exemple de 2007, quand la bulle immobilière a éclaté et que tout le monde cherchait la sortie de secours, les prix ont plongé de plus de 30% en l'espace de quelques mois à peine. 30%! Et là, le système bancaire prend l'impact de plein fouet. Imaginez la situation. D'un côté, au niveau de leurs actifs, les titres s'effondrent et les prêts ne sont plus remboursés. Mais de l'autre côté, au passif, l'argent que la banque doit à ses clients ou aux autres banques reste, lui, désespérément élevé. C'est un déséquilibre mathématique fatal. Évidemment, quand le public comprend ce déséquilibre, il panique. C'est ce qu'on appelle le bank run. La confiance s'évapore et tout le monde se rue au guichet le même jour pour retirer ses économies. Or, aucune banque n'a assez de liquidités pour rembourser tout le monde d'un coup. La conséquence est inévitable. Des faillites de banques en chaîne suite au gonflement et à l'explosion de cette bulle spéculative. Ce qui nous mène au chapitre 4. Car non, la catastrophe ne reste pas cantonnée à Wall Street. On assiste alors au transfert à l'économie réelle. Le premier vecteur de cette contagion, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse négatif. La valeur de vos biens immobiliers et de vos placements en bourse s'effondre. Vous vous sentez soudainement beaucoup moins riche, n'est-ce pas? Alors, mécaniquement, les ménages et les entreprises donnent un grand coup de frein sur la consommation et l'investissement. En parallèle, les banques qui ont survécu à la tempête sont complètement terrorisées. Pour éviter de prendre le moindre risque supplémentaire, elles coupent les robinets et rationnent drastiquement les prêts. Ce nouveau credit crunch aggrave tout. Sans accès au crédit, l'économie globale se retrouve complètement paralysée. Et si on ne fait rien, cette contraction du crédit nous plonge droit dans une spirale déflationniste. Vente forcée, chute des prix, effondrement des profits, hausse dramatique du chômage. Pire encore, le poids réel des dettes augmente. C'est très exactement ce cercle vicieux destructeur qui a nourri la Grande Dépression des années 30. Chapitre 5. L'aléa moral et le risque systémique. Pour éviter de revivre ces horreurs, les autorités interviennent désormais massivement. Mais ça crée un autre problème. Ce problème, c'est l'aléa moral. C'est très simple. Si les grandes banques savent qu'elles seront toujours sauvées par l'État parce qu'elles sont trop grosses pour faire faillite, eh bien, elles se sentent intouchables. Elles vont donc prendre des risques complètement démesurés pour maximiser leurs profits, sachant pertinemment que c'est la collectivité qui épongera les pertes si ça tourne mal. Pile, elle gagne. Face, c'est nous qui perdons. D'où notre 6e et dernier chapitre, les mécanismes de régulation. Comment protéger le système face à ces comportements à risque?
Pour contrer cet aléa moral, on a mis en place des garde-fous, en imposant notamment un ratio de solvabilité. L'idée est d'obliger les banques à garder un filet de sécurité. En Europe, par exemple, elles doivent impérativement conserver un capital minimum correspondant à au moins 8% de la valeur de leurs actifs risqués. La logique derrière ça est imparable. Si une banque prête pour un crédit immobilier tout à fait classique et sûr, on ne lui demande pas de bloquer beaucoup de fonds propres. Mais si elle décide de jouer avec des titres financiers hyper spéculatifs, alors là, la réglementation l'oblige à immobiliser une part bien plus grande de son propre capital. Le but ? Rendre les comportements hautement risqués beaucoup plus coûteux pour elle. Bien sûr, ces ratios ne suffisent pas seuls. Il faut aussi des règles de supervision strictes. Des institutions de poids comme la Banque centrale européenne jouent un rôle de vigie. Elles scrutent à la loupe l'évolution du prix des actifs pour essayer de détecter et dégonfler les bulles spéculatives avant qu'elles n'explosent à la figure de l'économie mondiale. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour conclure ce décryptage. On l'a bien vu, les politiques pensées pour éviter un crash ont parfois planté les graines du crash suivant. Alors face aux comportements spéculatifs et mémétiques qui évoluent sans cesse, est-ce que nos ratios de solvabilité et nos superviseurs actuels suffiront vraiment à enrayer les prochaines prophéties autoréalisatrices ? Ou de nouvelles dynamiques sont-elles déjà en train de tester les failles de nos boucliers ? C'est la grande question, et je vous laisse y réfléchir. Merci de nous avoir suivis, et à très vite.